micro marche, ça va marcher. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour ces deux rencontres sur la notion de jeu avec la condition photographique. If ever you needed a translation, you have to take a cask. So, this first conversation, cette première conversation, je me mettais à parler en anglais. Cette première conversation, j'ai le plaisir d'accueillir ici Klaus Rinke et Annegret Solto, qui seront avec nous pour cette conversation et que je vous remercie d'applaudir. Donc cette première conversation se tiendra avec ces deux grands et historiques artistes et nous aurons ensuite à 17h15 une deuxième rencontre avec Ida Tursik et Wilfried Mill d'une part et Rachel Dejode d'autre part. Donc je vais commencer à introduire de manière générale ces deux rencontres plus exactement avant de laisser aussi la parole à nos invités bien sûr. Donc depuis les avant-gardes des années 1920-1940, des artistes et des photographes s'emparent du médium photographique pour tenter de transcender sa condition figurative, opérant ce qu'on pourrait appeler un décollement de sens entre l'image et sa signification. Ce jeu photographique est initié par Duchamp et Man Ray. On pourrait d'ailleurs sans doute le faire remonter à l'œuvre picturale de Duchamp dès 1911. Je pense par exemple à Jeune homme triste dans un train ou Nu descendant un escalier qui constituent des œuvres picturales dans lesquelles Marcel Duchamp commence ce jeu avec le médium puisqu'il se base pour ses œuvres sur des images photographiques. Ce jeu se poursuit donc pendant toutes les années 20 à 1940 dans les avant-gardes, d'une part avec les surréalistes et d'autre part avec Morelli Nagy, d'une part, et le Bauhaus, et Raoul Haussmann ou Anna Hoche, qui dès 1919 pratiquent des photomontages qui seront ensuite poursuivis pendant toutes ces années. Alors j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure en quoi consistait ce jeu. Il s'agit en fait d'un jeu avec le médium photographique lui-même, c'est-à-dire que des artistes sont partis de photographie, des artistes, c'est mieux comme ça, des artistes sont partis d'images photographiques, de photographies qu'ils ont parfois eux-mêmes effectuées ou qu'ils ont collectées de différentes manières pour opérer un jeu avec ces médiums. Et il s'agit donc d'un jeu avec le médium de la part d'artistes et on pourrait presque dire non pas de photographes. On le verra tout à l'heure, Annegret Solto se définit elle-même en tant que photographe. Ce n'est pas le cas de Klaus Rinke qui ne se définit absolument pas en tant que tel. Alors dans un article critique paru dans Art Forum en 1973, au sujet d'une œuvre photographique très importante des années 60-70, le critique important qui écrit cet article passe manifestement entièrement à côté de l'œuvre alors exposée, en lui appliquant des notions telles que celles de sincérité ou de transparence du médium pour rendre compte d'une œuvre performative, ou encore pour lui appliquer des critères d'ordre esthétique, d'ordre plasticien, qui ne sont finalement pas opérationnels pour rendre compte de ces œuvres qui jouent avec le médium photographique. Et donc finalement, cette notion de jeu avec la condition photographique permet d'apporter un éclairage nouveau, une compréhension un peu différente de certaines œuvres, et notamment donc de l'œuvre de Klaus Rinke ou d'Annegret Solto.
Après donc ce jeu initié par les avant-gardes tout au long des années 1920-1940, les années 1960-70 voient le renouvellement des pratiques du jeu avec le médium, partiellement lié à la notion de documentation d'œuvres performatives. Cette dimension performative, de performance, si l'on veut dire les choses plus simplement, est en effet très présente dans l'œuvre de nos deux invités, Klaus Rinke et Annegret Soltau. Néanmoins, il ne s'agit pas du tout dans leurs œuvres de documenter des œuvres performatives ou de simplement documenter des œuvres performatives. Il s'agit au contraire d'aller bien au-delà, comme vous le verrez, et d'opérer un jeu non seulement avec le médium, notamment par des biais de collage, de couture à même l'image photographique, comme on le verra avec l'œuvre d'Annegret Soltau, mais il s'agit aussi d'opérer un jeu avec le regardeur, un jeu qui donc peut se rattacher à celui qu'a développé Marcel Duchamp ou à celui qu'a théorisé Moholy Nagy. Alors, je vais dans un premier temps passer la parole à Klaus Rinke après l'avoir présenté brièvement. Et ensuite, nous pourrons discuter de l'œuvre d'Annegret Soltau pour, à la fin, laisser la parole à la salle afin que vous puissiez poser les questions qui vous semblent souhaitables. Bien. Alors, nous commençons par voir cette image qui est évidemment, comme vous le savez, une œuvre emblématique de Klaus Rinke dont nous allons parler un peu longuement, et de cette série et d'autres œuvres, bien sûr, qui, au sein de son travail, jouent avec le médium photographique. Donc, Klaus Rinke, je ne sais pas si c'est vraiment la peine de vous présenter. Je ne suis pas assez près. Est-ce que vous m'entendez suffisamment dans la salle ou il faut que je sois prêt? Pardon. Donc, Klaus Rinke, je ne sais pas donc si c'est la peine vraiment de vous présenter. Tout le monde connaît votre œuvre, en tout cas celle-ci, qui est une œuvre emblématique de l'art des années 1970, qui figure d'ailleurs dans les collections du Centre Pompidou, qui a été exposée à de nombreuses reprises et sur laquelle il existe plusieurs variations. Donc, vous êtes né en Allemagne. Est-ce que j'ai le droit de donner votre date de naissance? Allez, on y va. En 1939. Vous êtes né en Allemagne en 1939. Vous vivez maintenant entre Linz, en Autriche, et Los Angeles, aux États-Unis, après avoir vécu et enseigné à Düsseldorf. Vous avez également vécu en France et d'ailleurs, vous êtes chevalier des arts et des lettres. Oui. Bien réglé pour là. Bon, alors prenez votre micro si vous voulez. Donc, vous avez enseigné de 1974 à 2005 à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Vous avez été commissionné pour de nombreuses œuvres dans l'espace public, en France comme en Allemagne. Vos œuvres donc font partie de collections importantes et vous avez exposé dans la plupart des grandes institutions muséales internationales où sont présentes ces œuvres, au MoMA en 1973, au Centre Pompidou, à la Tate, au Musée d'Art moderne de Paris où une exposition vous est consacrée en 1976, mais aussi dans des expositions collectives iconiques comme Information au MoMA en 1970, New Multiple Art, Whitechapel Art Gallery en 1970 aussi, à la Documenta 5 de Cassel en 1972, à Prospect plusieurs années et à la Biennale de Venise notamment en 1978. Plus récemment, vous avez exposé au CCOD de Tours et en ce moment même dans l'une de vos galeries, Thomas Bambria, qui se trouve en Italie, à Bergame. Voilà, donc après cette brève présentation, on pourrait évidemment la développer beaucoup plus. Je pense qu'il est temps de pouvoir parler de l'œuvre de Klaus Rinke et de lui laisser la parole.
Donc Klaus Rinke, votre œuvre photographique, ou plus exactement la part de votre œuvre qui opère ce jeu avec le médium photographique, comporte une dimension performative qui s'inscrit dans un moment de l'histoire de l'art, un moment où effectivement les artistes s'emparent de leur propre corps pour opérer des œuvres. Néanmoins, en ce qui vous concerne, il ne s'agit pas de documenter ces œuvres performatives, il s'agit d'inventer un langage, d'une part, et d'inventer aussi une nouvelle relation avec le regardeur, c'est-à-dire celui qui regarde l'œuvre. Donc peut-être dans un premier temps, vous pouvez pour nous retracer la genèse de cette œuvre que tout le monde connaît, donc Boden, Wand, Ecke, Rome, 1970, et de ses quelques variantes, comme on le verra ensuite. Non, mais d'abord, il faut... Je suis né 39. Vous savez, 39, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis né allemand. Et on ne peut pas séparer la vie d'un artiste de son art. On ne peut pas. Toute ma vie, c'est un autoportrait. Tout ce que je fais, c'est autoportrait. Je montre moi-même aux autres que j'existe. En même temps, comme vous le dites, pardon de vous interrompre, je vous laisse ensuite totalement la parole. En même temps, comme vous le dites et comme on va le développer, vous vous montrez vous-même, non pas pour vous montrer, mais comme vous le dites vous-même, à la manière dont Rembrandt s'est montré dans des autoportraits. C'est-à-dire, il s'agit uniquement de se prendre comme matériau de l'œuvre et non pas de se montrer vous-même. Donc peut-être effectivement, vous pouvez parler de la Moi, je genèse n'étais pas de un ce expressionniste dans les photos, j'étais un minimaliste. J'ai poussé ma photographie au minimal. Être là, un regard, pas d'expression dans mon visage. Je ne voudrais pas montrer mes sentiments. J'avais peur de mes sentiments. J'étais très allemand pour ça. Pas de sentiments devant les autres. Comme loup alpha devant les autres loups. Vous m'avez dit d'ailleurs que vous avez eu une carrière de danseur. Non. Et en tout cas, vous Oui, avez j'étais commencé. un très bon danseur rock'n'roll autrefois. Enfin, en tout cas, cette œuvre, vous m'avez dit qu'elle était inspirée de mouvements chorégraphiques. Mais j'étais dans une école à Essen où, après-guerre, il y avait beaucoup de professeurs de Bauhaus de dessin. Par exemple, mon premier portrait était fait par Werner Gref. Et Werner Gref, c'était un professeur à notre école. Il était assistant de Hans Richter au Bauhaus. Et il y avait autres, Max Burkhardt. Et comme ça, il y a un peu de Bauhaus dans mon art, sans savoir. Bauhaus est dangereux aussi parce qu'il y a un système. Il faut échapper à tous les systèmes quand même dans l'art. Mais qu'est-ce que c'est l'art? Ça, c'est la plus grande question qu'il faut faire. Moi, j'ai fait déjà l'art depuis 65 ans et je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'art. L'art, c'est presque une religion. Ce n'est pas la marchandise. C'est une religion. Je suis désolée, j'ai un problème avec la chose qui ne change pas l'image. Voilà, merci. Donc, effectivement, comme on le voit, il ne s'agit pas ici simplement de documenter une œuvre performative, mais l'œuvre va bien au-delà. On voit par exemple très bien avec cette image comme la manière dont l'ombre s'oriente, qui trace une équerre entre le mur et Klaus Rinke, permet donc d'analyser que cette image va bien au-delà de la simple captation d'une œuvre performative. Et si je parviens à passer aux images suivantes, on verra aussi que cette série, on verra que cette série, qui a été déclinée de différentes manières, joue avec la notion de cadre et avec la bidimensionnalité de l'image photographique. Donc vous avez inventé là ce jeu. Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, oui. Je me prends sérieux comme prototype être humain. Alors, c'était pas facile parce que j'avais beaucoup de problèmes avec les autres, naturellement. Dans cette époque des années 60, on n'avait pas que des gens qui nous aimaient. Il y a beaucoup de gens qui nous détestaient cet exhibitionnisme qu'on fait. Et j'ai dit, exhibition, c'est quelqu'un qui s'explique, qui expose
lui-même devant les autres. Ça, c'est une exposition. C'est pas du exhibitionnisme. Moi, je n'étais pas tellement fier de moi. J'avais aussi des fautes, naturellement. Mais ça, c'est mon studio à Düsseldorf. En face, c'était Gerhard Richter et Ucker. Et cet studio était plus tard le studio de Blinky Palermo. Et parce que je n'avais plus besoin de studio, je suis allé dans le monde entier faire des démonstrations. Ce n'était pas des performances. Moi, je n'étais pas un performeur. Je faisais des démonstrations d'un être humain avec des conditions de la vie. Alors, c'était mon studio et le sol, c'était ma sculpture. Et je le fais ça pour la Listen Gallery à Londres. Parce qu'à 69, Nicholas Loxdale voulait faire une exposition des murs. Et j'ai fait ça pour lui. Ces photos-là qui sont là. Alors effectivement, dans cette série qui est montrée sans le cadre individuel de chaque image, on voit comme vous jouez avec le sol, mais aussi avec le mur, avec le plafond, c'est-à-dire avec la totalité du cadre photographique, que vous inventez un alphabet avec votre corps. Oui, le mur, c'est comment ça, de temps en temps, parce que je parle anglais aussi, c'est l'interruption dans l'espace. L'espace, c'est une énorme chose, c'est l'univers. Et nous, hommes, on construit des murs, et les murs, ça veut dire on peut rentrer là-dedans, et on se casse la gueule. Et moi, j'ai fait des positions avec le mur, le coin et l'espace. Et la gravitation. La gravitation, c'est très important, parce que ça, c'est notre vie. On vient comme bébé de l'eau, on sort dans la vie, et on devient fatigué, il faut dormir, et à la fin de notre vie, on est tellement fatigué, on va mourir, on arrive là où on a commencé, dans le noir, dans la chambre noire universelle. Effectivement, on y viendra dans quelques minutes. Il y a une dimension philosophique très importante dans votre œuvre qu'on va développer, notamment autour de la notion de temps. Mais pour s'arrêter encore quelques secondes sur cette œuvre-là, moi, ce que je trouve extraordinaire avec, c'est qu'effectivement, elle joue avec la bidimensionnalité du médium photographique. En effet, la photographie est prisonnière de son cadre. De manière générale, elle ne peut pas s'en évader. Il s'agit d'un médium qui est, à l'origine, en tout cas, plat. Et on voit que, dès ce moment-là, Klaus Rinke joue avec cette bidimensionnalité, joue avec ce cadre, comme pour s'échapper du cadre. Cet échappement du cadre, je crois d'ailleurs, est assez emblématique de ce qui se produit dans ce jeu avec le médium, et en particulier dans les années 1960-70. J'étais toujours intéressé par l'image vide, et je me fais rentrer dans l'image vide, et je suis parti aussi. Mais une chose est très importante, quand j'avais 4-5 ans, j'étais éduqué par mes grands-parents, et mes grands-parents avaient un album familial des photos. Et moi, comme petit gamin, j'ai vu que mon grand-père, il était jeune. Alors j'ai dit, oh, incroyable, dans la photo, mon grand-père est jeune. Et ça, c'était très important plus tard pour moi, parce que les 60e ou les 125e de seconde, c'est notre vie immortelle un peu, presque immortelle, parce que le papier va disparaître. Mais dans le négatif, le soleil a brûlé notre image de maintenant pour toujours. Et ça, c'était pour moi très important. Pour cela, j'étais tellement intéressé au temps, le temps qui passe, ou le présent qui n'existe pas. Même ce mot est déjà passé, et le futur, ça n'existe pas. Mais la photo, moi, le film, c'est comme la vie, c'est différent. Mais la photo, c'est presque stable, montre le moment. Ça, c'est très important pour moi dans ma photographie. Alors effectivement, tout à l'heure, vous nous disiez je ne suis pas photographe. Non, ça, vous me l'avez dit quand on a préparé l'entretien. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans un entretien que vous avez
accordé je crois que c'était à Art Forum, mais je ne sais plus. Moi, je Vous prêtais le disiez- médium, je prêtais voilà, les... vous les- disiez que vous n'étiez pas non plus un artiste, mais que vous étiez un philosophe Oui, oui, c'est sûr. qui joue avec la notion de temps dans ses œuvres. J'aimerais bien que vous développiez cela pour nous. Je vois avec mon cerveau et mes yeux, c'est des lentilles. Alors, une image, c'est pas encore l'art. Qu'est-ce que c'est l'art? Qu'est-ce que c'est l'art dans la photographie? Ça, c'est le grand problème, même maintenant. On Je voit ne peux pas répondre. Qu'est-ce que c'est l'art? L'art, c'est presque une religion. L'art a pris, par exemple, on est tellement athéiste maintenant. Vous êtes tous là parce que vous êtes intéressés à l'art. Ça, c'est notre nouvelle religion. C'est la vision personnelle de l'univers avec tous les problèmes que l'humanité a. Et la photographie, c'est très important pour ça. On voit là, combien de livres de photographie existent. On voit en tout cas que vous opérez un travail sur la temporalité et sur la notion de temps dans l'image, Oui, oui. à la fois dans les images elles-mêmes, mais aussi dans un ensemble d'œuvres qui rassemblent plusieurs images. Je pense par exemple en forme de collage, je pense naturellement à cette œuvre qui est donc Changing Standing Point in Time, 1972, et qui a été élaborée à partir d'une œuvre performative à la Documenta 5 de Cassel. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette œuvre qui est issue de cette performance? Oui, Harald Seemann, très important historien d'art, m'a invité pour être dans la Documenta 72. Et je demandais, Harald, où je peux exposer? Il m'a donné tout le parc à Kassel. Pour un mois, j'étais sur cette énorme pelouse et on a démontré notre démonstration primaire. C'était le titre. Alors, il y a beaucoup de choses. Et là, il y a 16 photos du départ et je prends mon standpoint, le point d'être. Je suis là et je me déplace 10 mètres plus loin, une photo, 10 mètres plus loin, une autre photo, une autre photo, une autre photo. Et là, dans la chambre noire, je coupe toutes les photos et je les mets ensemble et j'ai un survue de toutes, presque demi-heure, 20 minutes, dans une image. Ça, c'est que possible à travers du photo. Donc effectivement, dans cette œuvre, vous partez d'un ensemble d'images photographiques et vous procédez à un collage. Moi, en tout cas, cette œuvre, je l'appellerai collage. Et effectivement... Oui, c'est un retrouve... collage. Collage du temps. Exactement, un collage temporel, mais aussi objectivement un collage du médium. Donc un jeu avec le médium dans cette notion la plus historique de photomontage ou de photocollage. Donc effectivement, ce jeu avec le médium, ce collage d'une certaine manière, vous y procédez dans un ensemble d'œuvres et en particulier dans une autre œuvre que je vais montrer maintenant, qui est une œuvre aussi de 1972, Disappearing in the Medium. Ah ouais, ça c'est le chambre noire. Le chambre noir, c'est l'univers d'un photographe. Dans le noir, dans l'univers sans lumière, on peut faire ça. Une photo, après une photo, après une photo, après la même photo, après la même photo, après la même photo. On disparaît dans le blanc. On disparaît. Le contraire, si je prends une photo, une autre photo sur une autre photo, une autre photo sur une autre photo, une autre photo, je disparais dans le noir. Comme nous disparaissons quand on meurt. On meurt dans le médium. Mais là, effectivement, c'est un passage au blanc plus qu'un passage au noir. Vous disparaissez dans le médium, vous vous fondez dans le médium. On peut vraiment parler donc d'un collage, puisqu'il s'agit d'un ensemble de petits tirages qui sont apposés ensemble. Et cette œuvre aussi, je crois, ne faisait pas partie de votre exposition au MoMA en 1973. Mais au contraire, je ne sais pas, je suis désolée, ce petit objet ne fonctionne pas extrêmement bien.
Je voudrais reculer d'une image. Voilà, pardon. Alors, donc effectivement, nous pouvons parler de cette autre œuvre qui figurait dans votre exposition du MoMA en 1973, à côté d'un ensemble d'œuvres. Donc, comme on peut le voir, il s'agit d'une œuvre relativement monumentale, puisqu'on voit à l'échelle de la fenêtre qui se trouve sur la droite. Ça, c'est le jardin de MoMA à New York. Voilà. Et donc, pour cette exposition au MoMA, vous avez procédé à une sorte de jeu de très grande ampleur avec le médium. Peut-être on peut commencer effectivement par parler de cette œuvre, Walking Through an Image. Mais d'abord, cette exposition, j'étais invité en 1973 par Kynaston McShine, c'était un historien de sculpture et peinture. Je n'étais pas invité par le département de photos. Parce que pour eux, ce n'était pas des photos. Nous, on était des sculpteurs, performeurs, sculpteurs. Alors, et j'ai montré vraiment, le titre, c'est In Front of Klaus Rinke. Et quand j'ai fait cette exposition, quand j'étais dans les rues à New York, beaucoup de monde me dit « Je vous connais », parce qu'ils étaient au musée d'art moderne. C'était très important pour moi. Ils me reconnaissaient. C'est quel le visage de cet artiste allemand. Là. Très allemand, parce que les Américains, les artistes, mes amis me testaient. C'est trop allemand. Raide, le soldat. Comme je suis allemand, qu'est-ce que je vais faire? Je suis allemand, qu'est-ce que je vais faire? Je pense en tout cas qu'effectivement, on est très loin là de l'idée de photographie au sens habituel du terme et qu'on est là effectivement dans une notion peut-être plus culturelle de la photographie qu'on peut effectivement éclairer par cette idée de jeu avec la condition photographique. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi consiste cette œuvre? Comment est-ce qu'elle est... Encore, tous les coins, c'est des images vides. Et lentement, j'arrive dans l'image. Je passe. Et je mets tout ce procès en verticalité. Normalement, cette œuvre a 4 positions. Une ligne, un L, un square, un carré, et je remplis l'intérieur. Et le vide, c'est le diagonale. C'est très intéressant. Philosophiquement, c'est très intéressant. Il faut, de temps en temps, je ne peux pas expliquer ce que je fais. Une œuvre d'art doit avoir un secret. Il ne faut pas que... C'est facile à comprendre. Comme ça, une œuvre reste vivante toujours. Une chose décorative, c'est formidable. On le jette, mais il faut du contenant dans l'art. Il faut penser dans l'art. Mais pas image belle, ce n'est pas encore l'art. Combien de photographes existent dans le monde maintenant? Milliards. Les Japonais, les Coréens, les Chinois, nous, les Américains sont photographiés le monde peut-être 1000 fois. Album, je dis album, al, with double L et B-O-M-M. Quoi qu'il en soit, effectivement, vous êtes assez loin d'une notion plasticienne de la photographie. Vous êtes plutôt proche, on va dire, d'une notion un peu conceptuelle de celle-ci. Et quand on décrit cette image, en fait, là encore, on est face à une sorte de très grand collage, puisque chacune des images que vous pouvez voir sur les écrans comporte elle-même son propre cadre. Donc, en fait, il s'agit d'un assemblage de photographies qui sont chacune sous un verre et qui, assemblées ensemble, comme donc une sorte de collage, forment cette œuvre. Donc, pour continuer effectivement sur ces œuvres absolument fondamentales pour l'histoire du médium photographique et pour l'histoire du jeu avec le médium, au-delà pour l'histoire, je pense, de la photographie, continuons effectivement... continuons effectivement avec les autres œuvres qui ont été présentées dans cette exposition du MoMA. Je pense que c'est très intéressant de voir cette photographie qui n'est pas une œuvre de Klaus Rinke, mais qui est l'œuvre d'un journaliste qui a voulu photographier... Oui, il m'a demandé est-ce que vous pouvez me mettre devant un photographe. Et je le fais, et c'est formidable. Et on peut refotographier ça et me mettre encore... et refotographier ça et remettre encore devant. C'est incroyable. Non? Voilà, on a une sorte de mise en abîme réalité. ici.
Et je pense que cette mise en abîme correspond de manière fondamentale au travail que vous opérez dans votre œuvre. C'est pour ça que je trouvais ça si intéressant. J'ai pensé au départ qu'il s'agissait d'une œuvre performative qui jouait avec les photographies qui étaient au mur. Ce n'est pas le cas, mais en effet, Klaus Rinke, on pourrait imaginer qu'il s'agissait d'une performance qui jouait avec votre image, œuvre, ensemble d'œuvres que l'on voit à l'arrière. Donc pour continuer sur cet ensemble d'œuvres que l'on a pu voir dans cette exposition au MoMA en 1973, ensemble d'œuvres qui me semble vraiment encore une fois fondamental dans l'histoire de la photographie et du jeu avec le médium. Peut-être que vous pouvez maintenant parler de cet ensemble de photographies-là, puisque en fait, en tout cas de mon point de vue, l'ensemble de l'exposition procède d'une sorte de grand collage, d'une variation sur le motif de votre visage. Je ne suis pas tellement loin. Par exemple, à Vienne, au Musée national de Vienne, il y a 3-4 portraits de Rembrandt, jeune homme, moyen homme, vieux homme. Je ne suis pas tellement loin de ça. Ou Vincent van Gogh, il a toujours peint son autoportrait. Il a coupé son oreille, mais je ne vais pas couper mon oreille, mais je montre mes yeux. Et ça, c'est toute une exposition avec tout mon visage. Ou à Tübingen, 1972, j'avais une très grande exposition dans la Kunsthalle Tübingen. Et il y avait une discussion avec tous les étudiants de Ernst Bloch. Ils étaient tous maoïstes et communistes. Ils me détestaient. Ils me disaient que c'était un ego-trip artiste du late capitalisme. Personnellement, je ne pense pas que ça soit une interprétation juste de votre œuvre. On peut certainement l'interpréter comme ça, mais moi, je ne la vois pas comme ça. Je la vois au contraire comme un travail sur la sérialité organisé autour de votre visage, mais encore une fois de votre visage, non pas pris comme le visage d'un individu, mais pris comme un motif qui serait répété à l'infini. Un motif avec lequel vous opérez ce jeu dans l'ensemble de l'exposition. Je pense d'ailleurs que, d'une certaine manière, dans cette exposition du MoMA, qui n'a pas eu la réception peut-être aussi importante qu'elle aurait dû avoir, vous avez été en avance sur les critiques. Je suis personnellement critique d'art, mais je pense qu'effectivement, il arrive parfois que les artistes soient en avance sur la critique. Et je pense en l'occurrence que les catégories de pensée disponibles à l'époque ne permettaient pas de décrypter l'importance de l'œuvre de Klaus Rinke dans cette exposition du MoMA. C'est pour ça qu'il me semblait important de se dire que parfois on doit se défaire de certaines catégories de pensée comme des catégories esthétiques ou des catégories plasticiennes si l'on veut mieux comprendre d'autres œuvres qui jouent non pas avec cette dimension purement plastique mais avec d'autres éléments et donc notamment qui jouent avec le regardeur, qui instaure une relation nouvelle avec celui-ci. Et qui joue à ce jeu d'ordre conceptuel et je n'ai pas peur de ce gros mot finalement intellectuel. Pardonnez-moi de prononcer ce mot. J'irais même jusqu'à dire un jeu philosophique puisqu'effectivement telle est votre manière de parler de votre art. Donc cette dernière image de cette exposition au MoMA en 1973, est-ce que vous pouvez peut-être là encore la décrypter, nous parler de cette image qu'on peut voir là sur ces écrans? Oui, on a fait une photo d'une image vide, deux feuilles de carton. J'ai coupé avec un couteau un petit... Et je ouvre un peu, je montrais un peu de mon visage. Je ouvre et en même temps, tout ce que j'ai ouvert, je mets devant mon visage. Alors ça se ouvre et ça se ferme en même temps à la fin. C'est aussi une chose diagonale. C'est toujours des diagonales. Donc ici, il s'agit effectivement d'un cache qui permet de révéler ou de cacher l'image. Et on voit que là encore, il s'agit d'un jeu de disparition avec le médium. Oui, oui. Un petit peu comme Disappearing et le médium. Toujours, dans mon œuvre, cette disparition, c'est très important. C'est la mort. Disparition, c'est la mort. Il ne faut pas avoir peur. Disparaître, c'est formidable, non? Moi, je suis 82. À toute façon, quand on a fait des expositions comme ça, ils ne croyaient pas que c'était l'art. Ils ont dit, oh, c'est que des photos, c'est pas de l'art. Et je dis souvent...
regardez, un jour, je suis 80 ans et vous comprenez pourquoi j'ai fait ça. Et ça, on est là maintenant, je suis 82 ans et moi, j'avais 31 ans quand j'ai fait ça. Je pense, Klaus Rinke, effectivement, qu'aujourd'hui, nous avons les outils conceptuels qui nous permettent de mieux appréhender cette partie photographique de votre œuvre. Et personnellement, je n'ai qu'un souhait, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir prochainement une rétrospective importante de votre œuvre dans une institution parisienne. Mais de toute façon, sur le temps, je suis venu à cause de travail avec l'eau. Moi, j'étais dans les années 60 le seul artiste qui travaillait de l'eau, mais très, très, très fort. Et quand j'étais au bord du Rhin, je dis, si je reste sur le Rhin, là, sur le bord, et l'eau passe, il faut que j'attende que cette eau qui passe traverse tout le procès du monde pour revenir. Je dois être, je ne sais pas combien d'années, être là pour que le même eau passe le même. Et effectivement, d'une certaine manière, de cette manière tout aussi philosophique, vous disparaissez derrière le médium dans ce jeu. Mais sans penser, il n'y a rien. Chaque pas, quand je dis je fais un pas devant, alors il faut penser d'abord. On ne fait pas ça comme ça, non? On fait l'amour parce qu'on aime et pas pour faire des mouvements, non? En tout cas, je vous remercie de nous avoir accordé ce moment. On vous retrouve après l'échange avec Annegret Solto pour que la salle puisse vous adresser aussi des questions à vous-même ainsi qu'à Annegret Solto. Ça passe beaucoup trop vite. On aurait besoin d'1 heure et demie avec chacun. Alors, Annegret Solto, donc je parlerai en allemand et vous en français et vous retraduirez, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre facilement tout ce qui est dit là. Donc, Annegret Solto, vous êtes vous aussi une artiste, on aurait tendance à dire aujourd'hui, historique. Tant votre œuvre, comme celle de Klaus Rinke, est déjà inscrite dans l'histoire de l'art. Ce n'est presque pas la peine non plus de vous présenter, tant cette œuvre que l'on voit ici et dont on verra différentes variantes est emblématique de votre travail et tant cette œuvre est aussi connue. Donc avant de développer, de parler de votre œuvre à proprement parler, je voudrais effectivement donner quelques éléments biographiques qui permettent de comprendre dans quel cadre vous avez travaillé. Donc vous êtes né en Allemagne, vous étudiez le dessin et la peinture à Hambourg, puis vous suivez des études à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Vous obtenez ensuite une bourse de la DAAD, de la part du gouvernement allemand, qui vous permet de partir vivre à Milan. Et à la fin des années 70, vous faites un voyage décisif à New York, qui vous met en relation avec des groupes de travail féministes américains. Vous montrez votre travail essentiellement en Allemagne et en Europe, puis à partir de 1999, celui-ci commence à être montré aux États-Unis et depuis, ce travail est d'une actualité permanente. En 2007, votre œuvre fait partie de l'exposition modèle paradigmatique VAC, Art and the Feminist Revolution, la première exposition d'envergure internationale consacrée à l'art féministe, organisée par le MoCA de Los Angeles en 2007, qui voyage ensuite à MoMA PS1 à New York, à Vancouver et à la Vancouver Art Gallery en 2009. Votre œuvre figure ensuite dans l'exposition The Feminist Avant-Garde of the 1970s, Works from the Verbund Collection, qui, on le sait, voyage aussi dans le monde entier. Et petite parenthèse, dans le monde entier, sauf en France, ce qui ne laisse de me surprendre.
Comme le note Cornelia Butler dans Art and Feminism, an Ideology of Shifting Criteria, dans le catalogue de l'exposition WAC, qu'est-ce exactement que le féminisme? Et suivant cela, qu'est-ce que l'art féministe? Peggy Phelan, note-t-elle, nous a offert ce qui semble constituer la définition la plus utile du féminisme, la conviction que le genre a été et continue d'être une catégorie fondamentale pour l'organisation de la culture. De plus, le modèle de cette organisation favorise généralement les hommes par rapport aux femmes. En ce sens, on peut parler d'émancipation dans votre œuvre. Moi, personnellement, qui n'utiliserait pas nécessairement le vocable de féminisme, j'utiliserai en tout cas pour parler de votre œuvre celui d'émancipation. Alors effectivement, votre œuvre, Anna Grezzolto, s'inscrit dans ce paradigme féministe, bien qu'elle y occupe une place très spécifique. Cette œuvre est l'histoire d'une émancipation qui est double, l'émancipation de la femme par rapport à ce qui l'entravait et l'émancipation du médium par rapport à sa dimension plus classique. Mais donc cette œuvre est très spécifique, car elle met en jeu de manière presque systématique votre corps, votre visage, pris en tant que corps générique de la femme, et des modifications que les différentes étapes de la vie, comme l'enfantement ou l'âge, lui font subir. De la même manière, votre œuvre matérialise la notion d'émancipation à travers l'émancipation de cet ensemble de fils que vous avez apposé dans ces années-là sur votre visage et sur le visage d'autres personnes. Donc effectivement, Anna Grezzolto, peut-être pouvez-vous commencer par nous parler de cette première série d'œuvres, Selbst, 1975. Ja, diese Arbeit selbst ist entstanden, weil ich vorher mit Grafik gearbeitet habe und gemalt habe, wie Sie ja schon sagten, dass ich Malerei und Grafik studiert habe in Hamburg. Ich möchte aber noch eins vorab sagen, ich sehe mich auch nicht als Fotografin, sondern ich habe, wie gesagt, Malerei und Grafik studiert und habe dann auch mit der Radierung gearbeitet, weil die Radierung ist eine Technik, wo man mit der Nadel, also mit der Radiernadel in die Platte einritzt. La traduction arrive dans 1 minute. Hein. Oui. Ja. Ach so. Ja. Ja, jetzt bin ich ein bisschen. Das war für mich dann der Anlass. Ich habe selber schon mich in Selbstporträts dargestellt, verschiedene Zustände. Und 1975 kam ich dann auf die Idee, dass ich den Faden real benutzen möchte. Also ich habe mich mit dem Faden bezeichnet. Wie ich sonst auf dem Blatt auf Papier habe ich den Faden genommen. Peut-être en attendant la traduction, je peux...
damit möchte ich Ihnen jetzt, hört man das? Ja. Demonstrieren, was mein Auslöser war. Also was vorher der Strich auf dem Papier war, war dann der Strich auf der Haut. Ich wollte damit die Zeichnung spürbar werden lassen, dass man sie auf der Haut spürt und fühlt. Mir war das zu wenig, dass ich Zustände dargestellt habe von der Frau oder mich selbst. Ich sehe mich ja als exemplarisch. Bei mir geht es nicht darum, dass ich mich selbst darstellen wollte, sondern mich in meinem Frausein aussteigen wollte, um das der Gesellschaft zu zeigen, was Fakt ist. In den 70er Jahren haben wir uns als Künstlerinnen damit beschäftigt, die Geschichte der Frau auszugraben. Wir haben uns getroffen, erst in Darmstadt, wo ich lebe, dann in Frankfurt, ist in der Nähe von Darmstadt, haben wir uns zusammengeschlossen mit Künstlerinnen und haben uns gegenseitig im Atelier besucht und gleichzeitig die Frauen in der Kunstgeschichte ausgegraben. Peut-être on va avoir besoin d'une traduction parce que je pense qu'on est tous un peu, on a hâte d'entendre ce que vous dites. C'est extraordinaire de vous voir faire cette Ich habe ganz performance. vergessen, dass ich in Merci. Deutsch spreche. Entschuldigung. C'est magnifique. Madame avait complètement oublié qu'elle parlait allemand et que vous ne pouviez pas suivre tout de suite. Alors, en réponse à votre question, Pascal, en ce qui concerne mon travail, eh bien, j'ai commencé avec le graphisme, avec la peinture. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais à l'Académie de Beaux-Arts à Hambourg où j'ai étudié ces deux disciplines. Et moi non plus, je ne dirais pas que je suis photographe, tout comme mon collègue. J'ai commencé aussi à faire de la pointe sèche, vous savez, où l'on griffe une plaque en métal pour laisser pour une image. Et puis, j'ai commencé à faire des autoportraits de moi dans différents états. En 1975, j'ai commencé à travailler avec de la ficelle, avec du fil à coudre, comme vous avez vu. Madame vous a fait la démonstration de comment elle a travaillé. Et j'ai dessiné avec cette ficelle. Je voulais que ce que je faisais en dessin avec un trait sur le papier, je voulais l'imprégner sur ma peau. Je ne voulais pas seulement montrer, mais ressentir dans ma peau, dans mon corps, ce que laissait ce trait et montrer des différents états. Parce que je ne me montre pas en tant que personne individuelle, mais comme femme exemplaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs. Et montrer à la société quels sont les faits qui concernent les femmes. Et puis dans les années 70, il y a différents artistes qui ont commencé à travailler sur l'histoire des femmes dans le domaine de l'art. On a fait des fouilles pratiquement pour retrouver certains noms. Et j'habite à Darmstadt et puis à Francfort, qui est tout près de Darmstadt. On s'est réunis au niveau des femmes pour voir quels étaient les personnages féminins qui avaient été oubliés dans l'histoire de l'art. Alors effectivement, on peut voir dans ces deux œuvres quelle est la force de peut-être cette nécessité d'émancipation. Et je pense qu'on peut relire votre œuvre effectivement comme une œuvre de l'émancipation. Ces images ont été prises lors d'une œuvre performative dont peut-être vous pouvez nous dire quelques mots. Ja, ich habe es damals nicht Performance genannt, sondern permanente Demonstration. Das war die Zeit, wo wir auch auf die Straße gingen. Ich habe in den 60er Jahren studiert, in Hamburg, 67 angefangen, kam voll in die 68er und wir haben demonstriert gegen Vietnamkrieg und verschiedene politischen Einengungen. Dieses Foto, was Sie jetzt hier sehen, das habe ich in Darmstadt gemacht. Ich habe ein Paar zusammen verbunden und das fand an 4 Abenden statt. Deshalb permanente Demonstration. Es gab ja auch den Begriff Aktion in Wien.
Der Wiener Aktionismus ist ja bekannt. Aber davon wollte ich mich auch abgrenzen, sondern permanent, weil ich es an jedem Abend in der Woche gemacht habe, mit Menschen, die dann als Besucher kamen. Etwas war noch, diese Garnrolle, die ich jetzt hier habe, ist ein ganz normales Nähgarn, was Frauen benutzen zum Nähen. Deshalb wurde ich aber belächelt bei diesen Demonstrationen von männlichen Künstlern, muss ich sagen, die gesagt haben, oh je, diese Frauengeschichten, jetzt kommt die auch noch mit einer Garnrolle an. Was wollen wir denn damit? Das ist doch keine Kunst. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite wurde ich auch angegriffen. Ich habe das einmal noch in Heidelberg gemacht. Also das gibt so 5, 5 verschiedene Aktionen davon in dieser Art. Und in Heidelberg hatte ich dann eine Aktion gemacht, wo ich noch einen Arzt dabei hatte, der ein EKG abgenommen hat von einer männlichen Person. Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu de traduction, parce que le temps passe trop vite. On aimerait passer 2 heures avec vous, mais... Oh ja. Ja. Oui, alors cette image-là, je n'appelais pas cela performance, mais démonstration permanente. C'était en 67, ensuite il y avait 68 et tout ce qui s'est passé. On faisait des manifestations contre la guerre du Vietnam et contre l'étroitesse politique que l'on ressentait en Allemagne. Et là, c'était à Darmstadt où j'ai embobiné, si j'ose dire, un couple. Et j'ai fait cela pendant 4 soirs de suite. Il y avait aussi à l'époque l'actionnisme viennois, les actions à Vienne. Et je ne voulais pas non plus être comptée dans ce contexte-là. Donc c'est pourquoi je l'appelais une démonstration permanente, parce que je le faisais tous les soirs avec des visiteurs de cette démonstration. Et j'ai pris du simple fil à coudre, comme vous le voyez ici sur la bobine. Et évidemment, ça m'a exposé au ridicule un peu par rapport à certains collègues masculins qui disaient « Ah, les bonnes femmes, alors il y a encore le fil à coudre. C'est pas de l'art, c'est ridicule. » Et j'ai été attaquée à cause de cela. À Heidelberg, il y avait une action où j'avais également un médecin qui est venu, qui prenait en même temps l'électrocardiogramme de la personne que j'embobinais. Alors, effectivement, cette notion de fil et de couture est omniprésente dans votre œuvre. On va en reparler dans quelques minutes, mais je voudrais d'abord qu'on parle d'une ou 2 autres œuvres qui ne comportent pas de fil. Et celle-là, par exemple, est une œuvre, Sich fallen lassen, de 1978, retravaillée ensuite en 1986 et 87. Une œuvre donc qui est composée de 672 impressions montées en 4 parties. Ces œuvres, on peut le voir ici, chacune d'entre elles, et peut-être Agneta Solto, vous pourrez détailler ce processus. Vous êtes revenu d'une certaine manière à votre première modalité de travail, qui était la gravure. Ici, vous vous êtes emparé du négatif que vous avez gratté une première fois. Vous en avez fait un tirage, puis vous avez gratté une 2e fois ce même négatif qui a été encore plus détérioré, comme on le voit ici. Et enfin, une 3e fois, vous avez poursuivi cette dégradation des négatifs de manière effectivement à avoir cet ensemble d'œuvres qui superpose, pardonnez-moi, j'y reviens, qui superpose de manière magnifique ces 672 épreuves, là encore dans une forme de collage, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ja, das ist ein wandfüllendes Werk. Die Maße weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Ich sehe sie jetzt hier nicht, ich habe sie auch nicht im Kopf. Aber es füllt eine ganze Wand und es ist aus einem einzigen Negativ entstanden. Ich mache das oft so, dass ich verschiedene Fotos, die meine Zustände betreffen, das war während der Schwangerschaft, der Anfang der Schwangerschaft, da habe ich dieses Ursprungsfoto gemacht
sich fallen lassen in den Zustand. Man kann aber auch sagen, das ist ein Ausdehnen in den Raum. Mein Kopf wird zum Körper, verändert sich. Ich habe das in der Dunkelkammer, ich habe die Abzüge immer selber gemacht und in der Dunkelkammer so bearbeitet, wie ich die Radierung bearbeitet habe. Aber in der Radierung gab es ja kein realistisches Bild. Das Bild musste ich ja in der Radierung selber schaffen. Hier habe ich es als durch Abdruck von mir selber abgegeben. In der Fotografie ist ja wie ein Abdruck. Ich wollte erstmal den realen Körper haben. Je pense qu'on va avoir besoin encore d'un peu de traduction. Je suis désolée de vous interrompre, mais c'est vrai que pour la salle qui ne parle pas allemand, c'est difficile de vous voir parler sans pouvoir appréhender le contenu. Auf jeden Fall. Oui, ça c'est une œuvre qui remplit tout un tome et je ne connais plus les dimensions, je ne peux pas les lire si c'est indiqué ici, mais de toute façon, ça remplit tout un mur. Et tout ceci a été fait à partir d'un seul négatif. Cela montre mes différents états. C'est au moment d'une grossesse. Et il y a la photo d'origine qui est ensuite travaillée et retravaillée comme vous venez de le décrire. Et le titre, c'est Sich fallen lassen, c'est-à-dire à la fois se laisser tomber dans cet état de gravidité, de grossesse, et aussi se joindre à l'espace d'une certaine manière, de ne plus avoir de limites, de s'élargir, entre guillemets. Et ma tête a été représentative pour tout mon corps. J'ai travaillé là-dessus dans la chambre noire, comme pour une gravure, comme vous l'avez décrit, mais sauf que pour une gravure, normalement, je n'ai pas d'image réaliste, tandis que là, je pars de mon corps, qui est vraiment l'image réaliste de moi. Donc effectivement, cette œuvre opère un jeu avec le médium, elle aussi, comme vous l'avez compris, puisqu'il s'agit donc non pas d'une augmentation du médium avec des traces de stylo, mais d'un grattage. Ensuite, vous avez poursuivi ce jeu avec le médium dans une œuvre d'ailleurs qui fait écho à celle-ci. Une œuvre donc qui s'appelle Im Kaléidoscope. Je suis un kaléidoscope. Alors dans cette œuvre qui est en fait un triptyque, j'avoue ma faiblesse pour le premier terme du triptyque que je me permets de vous montrer comme ça, mais il s'agit bien entendu d'un triptyque. Vous opérez un jeu qui est assez proche de celui que prône finalement Moholy-Nagy. C'est un jeu avec l'image photographique qui procède à la fois d'un collage et d'une colorisation, ou plus exactement d'une monstration dans un sous-verre illuminé de 3 couleurs différentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce triptyque? Malheureusement rapidement, parce que je voudrais ensuite qu'on ait suffisamment de temps pour parler de votre œuvre cousue. Ja, diese Arbeit sind 3 Leuchtkästen, die auch wieder eine Aufnahme als Grundmaterial dient, wie auch dieses sich fallen lassen. Ich glaube sogar, dass es das gleiche Negativ ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe es jetzt hier ganz anders zusammengefügt. Ich habe nicht gekratzt, sondern nur durch das Zerschneiden. Das ist eigentlich eine Arbeit, die sonst aus meiner üblichen Arbeit eher rausfällt, weil ich hier nur zusammengefügt habe, das Bild also zerschnitten habe. Normalerweise zerschneide ich nicht. Ich kratze oder ich reiße ein Bild. Das ist für mich sehr wichtig. Aber hier ist es wirklich zusammenmontiert. Oui, donc là, il y a 3 caisses lumineuses, si j'ose dire, comme vous avez expliqué. Et je crois que c'est le même négatif que pour l'image que vous avez vue précédemment. Là aussi, c'est se laisser tomber. Et là, pour une fois, j'ai coupé. Normalement, je griffe, je gratte, ou alors je déchire. Mais là, je l'ai proprement coupé. Alors effectivement, on va peut-être aborder maintenant dans les quelques 5 minutes ou un peu plus qui nous restent avant de pouvoir donner la parole à la salle
pour poser des questions. J'aimerais qu'on aborde maintenant cette série d'œuvres cousues à même l'image photographique. En 1975, avec cette série Selbst, vous entamez ce jeu de couture directe sur l'image photographique. Vous poursuivez ce jeu ensuite et jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, il s'agit plutôt d'une hybridation de figures, comme on peut le voir ici dans cette série Mutter-Daughter, donc mère-fille. Peut-être pouvez-vous nous parler de ce double portrait hybridé entre une mère, vous-même, Annegret Soltau, et sa fille. Vous avez procédé donc au découpage de 2 photographies lors d'un moment performatif et vous avez ensuite cousu, on voit ici le revers de l'image, cousu ces 2 images ensemble. Ja, diese beiden Bilder, das ist jetzt ein ziemlicher Sprung. Davor haben Sie gesehen, wie ich diese Performance-Fotos noch mal einmal übernäht habe, mit einem realen Faden, auch mit so Garn. Und 2001, hier ist meine Tochter schon mittlerweile, ich weiß gar nicht, 15 oder 16, ich weiß es nicht mehr. Ich muss es ausrechnen. Macht nichts. Mit diesen Bildern, das haben wir öffentlich gemacht in Frankfurt am Main. In Deutschland habe ich eine Fotoperformance gemacht mit meiner Tochter. Wir hatten dieses Bild, ein Porträtbild von ihr und ein Bild von mir, aufgestellt in den Raum. Dann sind wir beide, ohne dass das Publikum das natürlich wusste, was mit diesen Porträtsfotos passiert, sind wir von hinten, haben wir das Bild aufgerissen, sind beide durch unser eigenes Porträt gestiegen. Und dann haben wir es ausgetauscht, die Teile, und miteinander vernäht. Ich hatte ein Mikrofon, was dann diese Geräusche des Reißens und des Nähens, des Einstechens übertragen hat für die Zuschauer. Oui, là c'est vraiment un saut dans le temps parce que ce n'est plus l'époque des performances où j'ai cousu sur ce que vous avez vu tout à l'heure. Là, nous sommes en 2001 et ma fille a 15 ou 16 ans à l'époque, je ne sais plus exactement, et nous étions à Francfort. Nous avons fait une photo-performance, ma fille et moi, et devant la salle, on a mis 2 grands portraits, un de ma fille, un de moi. Et sans que le public sache ce qui les attend, nous sommes allés derrière les photos, nous les avons déchirées et nous sommes retournés dans la salle en traversant les portraits. Et pendant tout ce temps, il y avait un microphone qui enregistrait le son des déchirures et ensuite le son de la couture. On entendait comme quand l'aiguille est entrée dans le papier. Alors cette œuvre, effectivement, fait appel à la notion de couture, hein, et comme on le verra dans les 2 œuvres suivantes, il s'agit d'une œuvre qui est vraiment très puissante et qui comporte d'une part une augmentation donc, de l'image photographique, un collage là encore du médium, et d'autre part l'appel à 2 notions qui sont totalement contradictoires. D'une part à la notion de couture qui évoque ce qu'il y a de plus soumis dans la condition féminine, une condition féminine pendant très longtemps maintenue au foyer, pour laquelle la couture faisait partie en fait du quotidien des femmes. On l'évoquera d'ailleurs tout à l'heure, Annegret Soltau, ça a fait aussi partie incroyablement de votre quotidien et l'histoire de votre œuvre est aussi l'histoire d'une émancipation. Et par ailleurs, donc, cette couture ici sous forme de cicatrice représente ce qu'il y a de plus violent ou la trace de quelque chose de violent, la cicatrice étant effectivement généralement la résultante d'une intervention chirurgicale, d'un accident, de quelque chose qui se produit de manière violente. Et donc il y a dans ces œuvres quelque chose de
assez complexe, je trouve, ces deux niveaux de signification, avec d'une part cette notion de couture et d'autre part très féminine, et d'autre part cette sorte d'antithèse que l'on voit ici avec les cicatrices. Mais donc, avant que peut-être vous nous parliez de votre propre émancipation en quelques mots, parce que c'est tellement magnifique, hein, c'est une histoire tellement belle que je pense qu'on finira sur cette chose superbe. Je voulais juste montrer très rapidement deux images qui sont pour moi aussi l'emblème de cette émancipation et l'emblème de ce jeu avec le médium presque jubilatoire auquel vous vous êtes livré. Un jeu jubilatoire qui rappelle le jeu des avant-gardes dans les années 20 à 1940. Quand ces avant-gardes s'emparaient effectivement d'images de manière totalement transgressive et ludique. Alors évidemment, cette dernière œuvre est aussi que l'on voit ici maintenant sur les écrans, qui montre Annegret Solto en train de travailler dans son atelier. N'est pas à proprement parler une œuvre d'Annegret Solto, c'est un portrait de la part d'un photographe qui montre Annegret Solto et qui montre parfaitement à quel point toutes ces œuvres sont à la fois du travail en tant que tel et en même temps une sorte d'immense jeu. Cette dimension ludique est très présente dans votre œuvre. Et dans finalement, dans tout le jeu avec la condition photographique. Et donc, pour finir, je pense effectivement que votre œuvre nous raconte l'histoire de votre propre émancipation. Et j'aimerais que vous nous racontiez cette histoire, si vous voulez bien. Parce que quand vous étiez jeune, vous avez dû beaucoup coudre. Für mich ist dieses Nähen hat mit einer Hassliebe auch zu tun. Ich lebte in einem Dorf bei meiner Großmutter. Ich hatte keine Eltern, das heißt, ich hatte eine Mutter, aber ich bin unehelich geboren. Vater ist unbekannt, im Krieg gefallen. Und deshalb bin ich in einem Dorf aufgewachsen, auf dem Land, in der Landwirtschaft. Meine Oma war alleine und hatte Vieh und musste die Landwirtschaft versorgen. Und im Winter mussten wir immer nähen. Im Winter, wenn keine Arbeit war, musste man auf dem Land Näharbeiten machen. Und ich wollte aber raus aus dem allen. Ich wusste, dass ich was anderes machen muss, aber ich hatte keine Chance. Ich wusste nicht, wie ich das anstellen soll. Und ich glaube, in meinen Arbeiten ist auch diese Ungeduld und ich nähe ja nicht schön, ich nähe ja nicht wie eine Handarbeit, sondern ich arbeite gegen die Handarbeit. Und da ist vielleicht schon diese Emanzipationsgeschichte vorab drin. Peut-être on a besoin d'un peu de traduction. Oui, alors en ce qui concerne la couture, pour moi c'est une histoire d'amour-haine. J'ai grandi auprès de ma grand-mère parce que je n'avais pas de mère, enfin je ne l'ai pratiquement pas vue. J'étais une enfant naturelle, comme on disait à l'époque. Le père est inconnu, le père était mort à la guerre. Et j'ai donc grandi auprès de ma grand-mère qui vivait seule à la campagne, qui avait du bétail. Et c'était une vie très, très fruste. Et comme toujours, à la campagne, en hiver, on ne peut pas travailler dans les champs. Alors, on fait de la couture. Et je détestais ça. Et je savais que je voulais faire autre chose. Mais je ne savais pas comment. Et je ne voyais pas la chance de pouvoir le faire. Et dans mes images, vous voyez aussi cette impatience. Parce que je ne fais pas de la belle couture comme une petite main de chez Chanel. C'est vraiment un très, très grossier. C'est même contre la couture ce que je fais. Donc effectivement, vous avez été contrainte d'une certaine manière de coudre tous les soirs dans cette enfance et adolescence. Et donc je trouve d'autant plus extraordinaire cette histoire d'émancipation que vous avez vécue et que vous avez transcrit dans votre œuvre. Puisqu'effectivement, après avoir dû coudre, après avoir été obligé de coudre dans cette sorte de
soumission à une condition féminine, vous avez pu vous en libérer en vous-même vous éduquant, en vous-même ayant accès à ces études, en partant à l'étranger, en rencontrant d'autres personnes, en devenant artiste, et vous-même en reproduisant cette émancipation où vous vous couvrez avec ces fils et où vous découpez ces fils. Ja, es war nicht nur das Nähen mit den Kleidungsstücken oder Stopfen oder wieder was heil machen, sondern wir haben auch geschlachtet. Und ich musste die Därme zusammennähen, wo die Wurst dann reingepresst wurde. Und die Flomen für Riesen, Schinken und so weiter. Also auf dem Land hat man sich ja selbst versorgt. Und alles roch so süßlich, fettig. Und alle Türgriffe waren fettig. Und irgendwie war das auch nochmal so eine Negativerlebnis, was ich dann ins Positive umgewandelt habe, weil ich das zur Kunst machen konnte. Ich wusste ja damals nicht, dass ich Künstlerin werden kann, aber das war ein ganz, ganz langer Prozess. Und ich kann es heute kaum glauben, dass ich aus diesem Leben, was ich damals hatte, dieses transformieren konnte und auch mich transformieren konnte. Je crois qu'on va avoir besoin d'une traduction et ensuite il nous restera simplement quelques minutes pour pouvoir avoir un échange avec vous et poser des questions à Klaus Rinke ou échanger en tout cas avec Klaus Rinke ou avec Annegret Solto. Bon. Alors, couture, il ne s'agissait pas seulement de couture de blanc ou de tissu, mais à la campagne, on tuait aussi le cochon. Et à ce moment-là, il fallait travailler la viande et il fallait aussi prendre les entrailles pour en faire des saucisses, nettoyer et recoudre les entrailles pour en faire des saucisses. Les jambons, etc. Il y avait partout cette odeur douceâtre, cette graisse partout, jusque sur les poignées de porte. Donc c'était vraiment une situation très négative et je n'aurais jamais pensé que je puisse transformer tout cela un jour en une œuvre artistique et que je puisse me transformer en artiste. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à applaudir. Bravo Annegret Solto. Peut-être on a quelques questions si on arrive à sortir de ce moment très fort en émotion. Je ne sais pas qui a des questions. On passe, voilà. Je ne sais pas si peut-être il y a une question pour revenir à l'œuvre de Klaus Rinke. Moi, j'ai des questions à moi. Ah, on va peut-être attendre une question de la salle. Oui. Je veux savoir quelque chose. Il faut le micro. Ah oui, normalement, je parle assez fort. Alors, je ne peux pas me questionner moi-même, il faut comme vous questionner. J'espère que je peux répondre. Est-ce que quelqu'un a une question ou quelque chose, quelque chose qu'il a envie de soulever par rapport au travail de Klaus Rinke? Ou peut-être, comme on vient de parler du travail d'Annegret Solto, de cette aussi si belle manière, peut-être vous avez peut-être une question à adresser à Annegret Solto qui en amènera une autre. Bon, mais moi, écoutez, je pense... Ah, formidable. Alors, une question. Pardon pour mon français, ce n'est pas très bien, je suis espagnole. Je vais demander les deux, Annegret. Je veux demander une question à les deux, à Klaus et Annegret. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire à les gens performers qui font des performances? Il y a un message ou quelque chose que vous deux voudrez dire à
à des gens qui font des performances, et des photographes et des documentaires. Merci. Et pour faire des performances, pour se mettre devant des autres, il faut avoir un énorme ego. Il ne faut pas trop... Il ne faut pas avoir peur de vous. Hein. Moi, je n'ai pas peur de vous, parce que je suis quelqu'un de vous. Je ne sais pas, Annegret Solto, comment vous répondriez à De toute cette façon, question. je ne performe plus. Mais peut-être on ramènera ensuite le propos à la question de la photographie. Une petite minute, on prendra une autre question et après je pense qu'il faudra s'arrêter quelques minutes avant de reprendre une autre rencontre. Mais Annegret. Ach so, ich wollte dazu auch noch mal etwas sagen. Also ich würde sagen, meine Message ist, wenn ich überhaupt eine habe, ich möchte die Menschen berühren. Also, ja. Mon message, si toutefois j'en ai un, c'est que je veux toucher les gens. Toucher, émouvoir. Je pense qu'en ce sens, on est dans quelque chose de très différent avec l'œuvre de Klaus Rinke. Je pense que ce ne sont pas les mêmes catégories de pensée qui entrent en jeu. Néanmoins, pour peut-être terminer, et avant peut-être une ultime question, s'il y en a une autre dans la salle, je pense qu'effectivement, chaque artiste a des modalités d'expression totalement différentes dans son œuvre, que ce soit dans l'œuvre performative qui parfois préside à l'œuvre photographique ou que ce soit dans les modalités du jeu avec ce médium. Mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est que dans les deux cas, il s'agit effectivement d'artistes qui se sont donc emparés de ce médium photographique pour finalement en faire autre chose d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut dire encore qu'il s'agit de la photographie ? Moi, je pense que oui. Mais en même temps, il s'agit aussi d'une réflexion sur le médium lui-même, d'une réflexion sur le cadre, sur la bidimensionnalité de la photographie, sur la condition photographique. Et comme on le verra dans cette deuxième rencontre où on retrouvera d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes d'autres artistes, ce jeu effectivement s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Il a connu des nouvelles modalités à partir du développement du numérique. Et aujourd'hui, c'est un jeu qui tend à s'étendre dans l'espace. Moi, j'avoue que j'ai tendance à voir l'œuvre de Klaus Rinke comme une œuvre qui a anticipé cette actualité artistique. C'est-à-dire que pour moi, cette exposition du MoMA en 1973, effectivement, a été une des premières expansions dans l'espace de l'œuvre photographique. Voilà, donc pour moi, effectivement, cette exposition reste emblématique de ce lien qu'on peut faire entre la photographie et des œuvres qui se servent, entre guillemets, de la photographie pour aller, non pas au-delà, mais ailleurs en tout cas. S'il y a une dernière question dans la salle, on peut la prendre. Bon, je crois qu'on a eu un débat très rempli avec des propos vraiment très développés de l'un et de l'autre. On aurait aimé que ça dure encore plus longtemps. Merci Annegret Solto de ce moment incroyable que vous nous avez offert. Merci Klaus Rinke de vos analyses merveilleuses et de votre œuvre. Moi, j'ai immense. commencé comme artiste, comme dessinateur, et je dessine encore. Milliers de dessins. Les dessins, c'est la pensée.